Strasbourgeois né à Strasbourg, un Alsacien né en Alsace, a décidé de semer la terreur sur le marché de Noël de Strasbourg. Alors on a vu que les médias s'étaient tous employés à présenter le suspect, Chérif Chekat, comme un Strasbourgeois de nationalité française. Là encore, on voit quand même qu'il est d'origine maghrébine, comme une grande partie des terroristes qui ont frappé en Europe. La police à bout de souffle, entre les gilets jaunes, les manifestations étudiantes et la menace terroriste, les forces de l'ordre sont mises à rude épreuve par le ministère de l'Intérieur, une situation qui commence à inquiéter. Référendum d'initiative citoyenne, grand débat national, le retour des Français dans la vie publique suscite des espoirs, mais aussi la peur de l'exécutif tétanisé à l'idée de se confronter directement au peuple. Madame, monsieur, bonsoir. Les forces de l'ordre au bord de la crise de nerfs entre les gilets jaunes, la mobilisation des lycéens et la menace terroriste. Les policiers semblent à bout de force. Une situation inquiétante qui a poussé le syndicat Alliance à appeler à une journée noire dans les commissariats mercredi. Thibaut Bastide. Éreintés par les mobilisations hebdomadaires des Gilets jaunes, malmenés par les lycéens et épuisés par la menace terroriste persistante, les policiers sont au fond du trou. Depuis le 17 novembre dernier, le premier acte des Gilets jaunes, les forces de l'ordre sont largement mises à contribution pour protéger un exécutif fragilisé à tout point de vue. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le ministère de l'Intérieur a sa part de responsabilité dans ce surmenage. Alors que le 1er décembre s'annonçait comme un gros rassemblement pour la capitale, la place Beauvau a sous-estimé la sécurité. S'en est suivi une séquence de débordements, pillages et saccages inédits. De quoi chauffer à blanc des forces de l'ordre dépassées par les événements pour la suite. Une suite où le déploiement policier a été multiplié par 2 pour moins de manifestants et où les ordres du ministère de l'Intérieur étaient de ne pas faire dans le détail pour éviter coûte que coûte les scènes de guérilla de l'acte 3. À cela s'ajoute la mobilisation des lycéens qui accentue encore un peu plus la fatigue physique et mentale des policiers et gendarmes. Une coupe déjà bien pleine donc, mais c'était sans compter le 11 décembre dernier avec l'attentat terroriste commis par Chérif Chekat sur le marché de Noël de Strasbourg où une brigade de gendarmerie avait justement été retirée pour contenir des incidents en marge d'un lycée. Depuis, les policiers font en plus l'objet d'une croisade anti-flic. En effet, un rapport d'Amnesty International dénonce un usage excessif de la force, notamment pendant les manifestations des Gilets jaunes, mais rien sur les donneurs d'ordre qui ont décidément le bon rôle, car au-delà de leur devoir de réserve, les forces de l'ordre, premières victimes de l'incompétence de Christophe Castaner, sont également victimes de la politique d'Emmanuel Macron. Salaire insuffisant, conditions de travail pénibles et heures supplémentaires jamais payées ou presque. Les forces de l'ordre auraient de quoi revêtir un gilet jaune depuis longtemps. C'est d'ailleurs face à cette situation qui, pour beaucoup, devenait un cas de conscience que le syndicat Alliance et l'UNSA ont appelé par communiqué à un acte 1 de la contestation policière, réclamant un retour sur investissement après un mois de mobilisation sur tous les fronts. Et ce n'est pas la timide prime promise par Emmanuel Macron aux seuls policiers déployés dans les manifestations qui devrait calmer la grogne. Alliance a décrété une journée noire le 19 décembre et enjoint tous les policiers de France à rester dans leur commissariat et à ne répondre qu'aux appels d'urgence. Le ministre de l'Intérieur a consenti à rencontrer les syndicats en urgence pour écouter leurs revendications sans promesse de réelle amélioration. Mais le gouvernement aurait tout à gagner à éviter de voir se dresser face à lui gilets jaunes et giraud bleu, perdant par la même occasion son ultime bouclier humain. Le retour des Français sur le devant de la scène politique inquiète de plus en plus l'exécutif. Après la séquence de manifestations des Gilets jaunes, la demande d'un référendum d'initiative citoyenne et la mise en place d'un grand débat national pourrait remettre le peuple au cœur du débat. Olivier Frère-Jacques. Beaucoup de colère, des manifestations, des blocages et de nombreuses revendications. Les mois de novembre et de décembre ont marqué au fer rouge un exécutif déconnecté de la base.
Après avoir péniblement lâché du lest sur le SMIC et sur la fiscalité, notamment sur le prix de l'essence, le gouvernement s'est dit prêt à l'ouverture d'un grand débat national, un débat qui devrait, en principe, permettre à tous les Français de s'exprimer partout sur le territoire. Problème, comment mettre en place une telle consultation, permettre à tous de s'exprimer sur un territoire comme la France et ses près de 70 millions d'habitants, dont une partie réside loin de la métropole, n'est pas une mince affaire. Conscient de la colère, Emmanuel Macron a tenu à faire de cette concertation une priorité. Ainsi, le président a même annulé un déplacement prévu ce mardi à Biarritz pour préparer le sommet du G7. Il y aura été remplacé par le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. À la place de cet exercice devant une centaine d'ambassadeurs, le président a réuni des ministres et autres acteurs économiques à l'Élysée. Les modalités de la grande concertation nationale devraient ainsi être connues dans la semaine pour un débat qui devrait durer jusqu'au 1er mars. Autre difficulté pour l'exécutif, comment réellement donner vie au débat ? Ainsi, en 2009, le président Sarkozy avait appelé de ses vœux un grand débat sur l'identité nationale, un débat qui n'avait finalement jamais permis aux Français de s'exprimer et qui en était resté à la petite guéguerre de communication entre factions politiques. Plus récemment, c'est lors de la consultation sur les questions éthiques que l'actuel président en avait appelé au débat dans toute la France avec des consultations locales. Le résultat est connu, c'est finalement le très partial et peu démocratique Comité consultatif national d'éthique qui a rendu un avis allant dans le sens du gouvernement. Des exemples qui montrent la difficulté pour les gouvernants de réellement prendre en compte l'opinion des citoyens intéressés par la chose publique. Et pourtant, comme en témoignent les récentes mobilisations des Gilets jaunes, de nombreux Français, soucieux de leur avenir, souhaitent prendre la parole. Un besoin d'expression et de participation qui a bien été compris par de nombreux candidats lors de l'élection présidentielle. Ainsi, sous des formes différentes, la majorité des candidats à l'élection présidentielle de 2017 proposait le recours au référendum. C'était le cas notamment de Jacques Cheminade, de Jean Lassalle, de François Asselineau, de Nicolas Dupont-Aignan, de Jean-Luc Mélenchon ou encore de Marine Le Pen et Benoît Hamon. Seuls Emmanuel Macron, Nathalie Arthaud et Philippe Poutou étaient restés muets sur la question quand François Fillon se contentait d'un référendum national sur sa réforme constitutionnelle. Des propositions de référendum que d'aucuns qualifieraient de démagogiques, mais qui révèlent en tout cas un besoin de participation d'une large partie de l'opinion. Aujourd'hui, cette idée de référendum populaire s'est même imposée comme seule proposition commune des Gilets jaunes, dépassant les différentes sensibilités du mouvement. Et même si la mise en place de telles consultations électorales de grande ampleur est délicate dans un pays de près de 70 millions d'habitants comme la France et semble plus appropriée à des États de plus petite taille ou à des scrutins locaux dans un État décentralisé, la demande de recours au référendum populaire a fait son chemin. Un nouveau casse-tête pour l'exécutif qui pourra également devenir problématique pour les majorités futures. En effet, outre l'aspect institutionnel et organisationnel complexe de tels scrutins, c'est bien la confrontation directe avec le peuple qui inquiète au sommet de l'État. Car si demain, les Français sont consultés sur des sujets comme le consentement à l'impôt, l'immigration, l'Union européenne ou même la peine de mort, les résultats pourraient réserver des surprises. La demande de référendum de la part des Gilets jaunes et le grand débat national seront en tout cas à regarder de très près. En effet, si la transformation politique du mouvement de ce début d'hiver 2018 ne devrait pas se faire à travers une nouvelle formation politique étiquetée Gilets jaunes, comme le revendique notamment le chanteur Francis Lalanne pour les élections européennes, l'avènement d'un nouveau mode d'expression populaire semble nécessaire pour calmer la grogne et permettre aux Français de se réapproprier leur destin. Et on reste avec Olivier Frère-Jacques pour faire le tour de l'actualité en bref. Sale temps pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Selon un sondage Odoxa, les cotes de popularité du chef de l'État et du Premier ministre ont chuté de 5 points en un mois. Emmanuel Macron pointe désormais à 27% d'opinion favorable et Édouard Philippe à 31%. Il s'agit de leur plus bas niveau depuis le début du quinquennat. A contrario, Marine Le Pen gagnerait 6 points en un mois avec 29% d'avis favorables et se hisse dans le trio de tête des personnalités derrière Nicolas Hulot et Alain Juppé. Voilà une déclaration qui rapproche l'exécutif des Français. Lundi, le patron du groupe LREM à l'Assemblée nationale, Gilles Legendre, a avancé au sujet de la crise des Gilets jaunes que la majorité avait insuffisamment expliqué son action et que ses membres s'étaient montrés trop intelligents et trop subtils. Aussitôt, Gilles Legendre s'est attiré les foudres de l'opposition et des réseaux sociaux. Se dirige-t-on vers une armée européenne ? Ce marronnier de la vie politique communautaire est de retour avec les ministres de la Défense de 25 États membres de l'UE qui se sont entendus discrètement le 19 novembre dernier pour créer une école d'intelligence et 16 nouveaux projets dans le cadre du pacte militaire européen.
Cette école aura pour objectif de former le personnel des agences de renseignement de l'UE, autrement dit des agents secrets, en coopération avec l'OTAN. Les États-Unis ne seront donc pas bien loin. Le Danemark, Malte et surtout la Grande-Bretagne n'ont pas signé cette feuille de route. Bolsonaro veut exploiter les ressources d'une réserve d'indigènes et déposséder de leurs terres les Makuxi. Le nouveau président brésilien, qui prendra ses fonctions en janvier, souhaite échanger la réserve où vivent ces natifs au nord du pays contre des redevances censées offrir à cette ethnie amérindienne son intégration dans la société brésilienne. Une intégration que le nouvel homme fort de Brasilia décrit comme avoir l'électricité, un médecin, un dentiste, Internet ou jouer au football. Derrière ce discours que d'aucuns pourraient qualifier de paternaliste et colonisateur se cache évidemment un important enjeu financier puisque le territoire en question, la Raposa Serra do Sol, qui s'étend sur 17 000 km et qui compte pas moins de 17 000 âmes, est riche en uranium, en or et en diamants, mais aussi en cuivre et en étain. En plus de cette volonté d'exproprier les Makuxi de leurs terres à des fins économiques, Jair Bolsonaro entend construire des centrales hydroélectriques en Amazonie, un projet également controversé et qui bouleverserait l'écosystème du fleuve Amazone et ses affluents et contraindrait au déplacement des populations locales. Au Brésil, le populisme pourrait donc bien se faire au détriment des peuples. Découverte exceptionnelle en Égypte, la nation des pharaons n'a pas fini de délivrer ses secrets. Une tombe de plus de 4400 ans y a été découverte dans la nécropole de Saqqara au sud du Caire. La tombe est exceptionnellement bien conservée, colorée et ornée de sculptures. Elle date de la 5e dynastie et serait celle d'un prêtre nommé Wati. Elle a été découverte par une mission archéologique égyptienne. La sépulture contiendrait notamment des scènes montrant le propriétaire de la tombe avec sa mère, sa femme et sa fille. Cette découverte suit celle de 7 autres tombes, dont 4 datent de plus de 6000 ans pour le seul mois de novembre et dont certaines contenaient des scarabées et des chats momifiés. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Dans un instant, le Zoom du jour. Nicole et Gérard Delépine sont cancérologues. Avec leur nouvel ouvrage « L'hystérie vaccinale », ils s'attaquent au mythe du Gardasil, le vaccin censé lutter contre le cancer du col de l'utérus. Pour les deux médecins, non seulement le Gardasil n'évite pas de maladie, mais en plus, il en provoque. Mais enfin, l'objectif avancé, c'était diminuer dans l'avenir le nombre des cancers du col de l'utérus. Mais comme justement on savait qu'habituellement, et on verra que ça va être différent finalement après le vaccin, habituellement le cancer du col de l'utérus met plutôt 15-20 ans à se développer, en pratique les marchands de ce vaccin ont utilisé des critères substitutifs, comme ils disent, pour essayer de voir si ce vaccin pourrait marcher. Donc en fait, ils ont pris les anomalies des frottis cervicaux faits aux femmes régulièrement pour dire s'il y a telle anomalie, on suppose que ça pourrait donner un cancer. Et donc ils ont essayé de justifier leur mise sur le marché par des critères substitutifs qui ne sont pas les cancers du col, puisqu'ils disaient que ça met 20 ans à se développer. Et puis ce soir, pour la page Histoire, découvrez un nouvel épisode de La Petite Histoire. Cette semaine, Christopher Lann évoque les origines de la guerre de 100 ans. Vous savez, moi, quand j'étais petit et qu'on me parlait de la guerre de 100 ans, je m'imaginais que les Anglais nous avaient attaqués, envahis, qu'ils avaient débarqué sur nos côtes en hurlant tout un tas de trucs en anglais, quoi. En gros, qu'ils avaient progressivement conquis la moitié du royaume avant qu'on ne les rejette à la mer 100 ans plus tard. Eh bien non, pas du tout, la guerre de 100 ans n'a pas du tout démarré comme ça. En effet, c'est bien plus compliqué que ça, mais je vous rassure, avec moi, ça va être très simple. Faut dire aussi que vous n'êtes pas non plus des lumières, quoi. Donc vous faire comprendre les choses, parfois, c'est assez compliqué, mais on va essayer. Ouais, je sais, j'ai pris la grosse tête ces derniers temps, j'ai tendance à employer un ton condescendant avec vous. Mais bon, le président le fait bien, alors pourquoi pas moi ? Et puis retrouvez également passé présent Annecy Carré. Philippe Conrad évoque la crise du 6 février 34, place de la Concorde, et le parcours de Catherine II de Russie, surnommée la Grande Catherine. L'historien Bernard Lucan présente ensuite son atlas historique de l'Afrique, des origines à nos jours, un rendez-vous à ne pas manquer. Et puis tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est à présent le moment de se quitter. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir.
C'est une réflexion assez amusante que j'ai glanée l'autre jour. Elle venait de la bouche d'un jeune homme avec qui j'avais réparé un ordinateur, à qui j'ai demandé conseil, à qui j'ai obtenu un contrat de développeur sur Android pour un petit logiciel et qui a des compétences presque anormales dans ce domaine malgré ses 22 ans. En fait, il s'agit aussi d'un authentique hacker, donc une sorte de pirate, c'est-à-dire d'un type qui analyse la façon dont c'est fait, qui sait le défaire, qui sait aller derrière le décor, il a les cheveux longs, il est assez débraillé, mais contrairement à la plupart des jeunes gens très forts en informatique, lui, il a gardé un peu de vocabulaire, je veux dire d'intérêt pour des choses très diverses, un peu de philosophie aussi, et un peu de morale, vous allez voir. Il passe son temps sur les forums, il est imbattable sur les matériels, les cartes mères, etc. Et chose rarissime, il arrive à se faire un revenu en développant des programmes pour les smartphones, en habitant seul un appartement tout blanc à Montpellier. Alors c'est lui qui, entre deux portes, même pas au bar, chez son père pour une fois, a bizarrement ramené à lui, à son domaine, l'allocution du président de la République française en me disant de manière assez brutale, pour moi, Macron, c'est le jumeau astral de Zuckerberg. Alors là, je traduis pour ceux qui n'auraient pas suivi. Zuckerberg, vous savez, c'est le type qui a fondé l'entreprise Facebook, ce truc tentaculaire qui vous demande vos secrets pour les vendre. Mais la chose intéressante, et la thèse de mon jeune interlocuteur, là, qui connaissait quand même parfaitement la biographie du jeune entrepreneur américain, c'est que comme Emmanuel Macron, sur lequel visiblement il était aussi très renseigné, son destin avait dépendu d'une mauvaise action de départ. Entre parenthèses, c'est souvent le cas, les empires, les renommées mondiales sont rarement nés dans l'angélisme. Dans le cas de Zuckerberg, c'est quand il avait trompé ses deux associés de l'époque pour travailler pour son compte et devenir leur concurrent. Dans le cas de Macron, c'est pareil, on peut dire qu'il a trompé son associé Hollande, pour lequel, soi-disant, il travaillait, alors que pendant un an, il a profité de son ministère et de son budget pour présenter sa candidature en douce contre lui, tout en disant à tout le monde qu'il n'y songeait pas. Parce que dans un cas comme dans l'autre, m'a dit ce jeune homme, ce sont des carrières fondées sur le mensonge permanent, sur la trahison, le mensonge sponsorisé en plus, parce que Zuckerberg a été tout de suite financé par des banques comme Goldman Sachs ou par des fonds comme un certain Palantir qui travaillait notamment pour la CIA. À quoi correspond exactement en France l'investissement de départ qui a porté Emmanuel Macron au pouvoir? Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que Goldman Sachs ne soit pas dans le coup, pour Macron aussi. En tout cas, on l'a dit. Et dans la progression vers le pouvoir, on remarque la même organisation qui ne doute de rien parce qu'elle se sent portée par un pacte initial avec le diable. Et dans les déclarations des deux, on a ce cynisme scandaleux qui consiste à dire, on a des courriers privés d'ailleurs là-dessus, ils me font confiance, ils sont crédules, on les a bien eus, ce sont de pauvres gens, etc. Et c'est vrai, me dit mon jeune informaticien, que quand tu vois le degré de confiance naïve que leur font tous les médias notamment, il y a de grandes similitudes. Par exemple, Macron annonce à tout le monde que c'est pas vrai, qu'il complote pas contre Hollande alors que c'est vrai, qu'il va pas vendre Alstom alors qu'il le fait. Et Facebook, du côté Facebook, Zuckerberg dit à tout le monde qu'il veille à respecter la vie privée de chacun alors qu'il fait le contraire, c'est prouvé. En fait, c'est là que voulait en venir mon jeune informaticien. Dans le traitement logiciel, les deux personnages fonctionnent exactement selon le même principe. Des portes dérobées, des routines cachées, des choses que seul connaît le dernier cercle des programmeurs. Et là, nous avons parlé soudain d'autre chose, nous avons laissé tomber le sujet. C'était lors d'un déjeuner dans sa famille, mais le thème m'a trotté un peu dans la tête et j'en ai parlé après à Gustave qui m'a dit « mais il a parfaitement raison ce gosse, moi je ne connais pas vraiment les modalités techniques ». Encore que je les soupçonne. Par exemple, quand tu examines l'affaire Benalla, c'est un peu ça. C'est comme d'avoir fabriqué un disque virtuel privé avec ton mot de passe sur le disque dur de l'État français. C'est comme d'avoir truffé les logiciels autour de toi de mouchards. Mais la principale similitude, en fait j'en vois deux, me dit Gustave, c'est d'abord qu'ils se ressemblent physiquement. C'est le même genre de type mince, avec une figure un peu effarée, des petits yeux ronds dans le genre « non monsieur, j'ai pas menti », pas de vie privée, un regard en dessous. Mais surtout, lorsqu'ils sont pris la main dans le sac, ils pratiquent la même méthode, la méthode américaine. Ils plaident coupables pour avoir la paix, tout en faisant exactement ce qu'ils veulent dans ton dos, en mentant encore plus aux commissions d'enquête, par exemple, tout en disant qu'ils respectent les sénateurs. Macron vient te voir à la télé pour te dire qu'il ne le fera plus, qu'il ne sera plus méprisant. Il te parle des malheurs de la divorcée de province avec ses deux enfants. C'est exactement comme si Zuckerberg te disait que c'est fini les tripatouillages dans l'ordinateur des autres, que j'ai compris que ça faisait de la peine à mes clients, etc. Mais tu n'y crois pas, évidemment. Et parallèlement, qu'est-ce que tu vois? Ils parlent le langage des machines, ces gens, parce qu'ils sont eux-mêmes des machines, ils leur ont prêté allégeance il y a une vingtaine d'années, et dans les deux cas, on peut se demander dans quel but, où va la machine, et on peut avoir envie de la débrancher un peu. C'est même devenu le seul moyen de parler à l'opérateur. Mais les gens qui m'écoutent, par exemple, sentent très bien ces choses-là. La preuve, les gilets jaunes. Si vous les sentez aussi, abonnez-vous, merci.